Bonjour tout le monde, merci d'être au rendez-vous de cette masterclass. Aujourd'hui, on a vraiment une journée, une session marathon. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à partager en matière d'incertitude. On a déjà dit beaucoup de choses, mais on va faire quelques rappels. Et hier, j'avais besoin d'aller un petit peu plus loin, donc on va compléter le cours d'hier sur les incertitudes et on va surtout ensuite s'intéresser à comment les incertitudes de mesure interviennent en fait dans la prise de décision. Donc c'est des sujets assez lourds, assez complexes. Là encore, il y a un slide ressources que vous pourrez consulter cet après-midi quand Anis vous enverra le PowerPoint. Évidemment, et vous le comprenez, c'est pas en une heure qu'on peut faire le tour d'un sujet aussi complexe. Donc je redis, mon objectif là, c'est de faire un tour d'horizon, de vous dire les grandes thématiques, les grands concepts, les grandes questions qu'il faut se poser. Et après, chacun doit évidemment travailler de son côté pour aller au bout du sujet. Et là, pour le coup, ce n'est pas des heures qu'il faut, mais des jours et voire même des années. Alors, allons-y. Depuis lundi, donc, on a attaqué cette session pour expliquer que cette valeur mesurée n'était pas la valeur vraie. Hein. Quand on mesure quelque chose, on aimerait savoir la réalité de ce quelque chose. Et le problème, c'est que le processus de mesure va apporter du bruit, va apporter de l'aléa et on ne va pas observer directement cette valeur vraie. Alors évidemment que ça pose un problème. Hein. On reverra ça vendredi, mais fonctionnellement, c'est la valeur vraie qui fait que le bouchon va fonctionner avec le stylo. Ce n'est pas sa valeur mesurée. Or, nous, on n'aura accès qu'à la valeur mesurée et pas simplement, et pas malheureusement à la valeur qui nous intéresse. Donc la fonction est assurée par la valeur vraie. En revanche, la décision qu'on va prendre, elle ne va reposer que, alors je mets entre guillemets que, on verra vendredi pourquoi, mais elle ne va reposer que sur la valeur mesurée. Donc du coup, il y a un écart entre les deux et cet écart peut avoir des conséquences. Depuis hier, on est rentré dans le détail de ces erreurs de mesure et on a vu, à travers le fichier de simulation notamment, alors, la théorie le démontre, la simulation le montre, on a vu que quand on mélangeait tout un tas de bazar et sous certaines conditions, donc là, vous voyez, je fais exprès de mélanger des lois uniformes, des lois en dérivée d'Arcsinus, des lois normales, et ben, on espère, quand tout se passe bien, qu'à l'arrivée, on aura une loi normale et que cette loi normale, elle aura un biais qui va être la somme des biais de chacun des petits facteurs, petits ou grands d'ailleurs, et une dispersion, donc un écart type qui peut se calculer, on l'a vu hier, comme étant la somme des variances du processus de mesure. Ça, la somme des variances, la somme des moyennes, ça marche tout le temps. La somme des variances, pardon, ça marche quand les facteurs sont indépendants. Si les facteurs ne sont pas indépendants, alors on va rajouter des termes de covariance, sachant que les covariances pouvant être négatives, elles peuvent faire diminuer l'incertitude de mesure. Je ne vais surtout pas rentrer dans ces considérations-là qui sont assez complexes, mais le fait est que des covariances, il y en a partout et qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main l'idée que ouais, bon, les covariances, on n'a qu'à les négliger. D'abord, ce n'est pas sûr qu'elles soient négligeables. Deuxièmement, elles peuvent être en la faveur de l'incertitude de mesure, c'est-à-dire réduire l'incertitude de mesure. Donc, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. J'ai évoqué les propriétés du GUM hier, donc cette additivité des variances notamment. Le GUM essaim, on l'a exploité hier, vous l'avez vu, sur la base d'un bilan d'incertitude de mesure pour observer les erreurs que le processus pouvait produire pour vérifier qu'elle était bien gaussienne. On va revenir un tout petit peu sur ce fichier-là que j'ai un peu amélioré et que vous recevrez avec la version corrigée, enfin évoluée cet après-midi. Et puis, j'en ai pas beaucoup parlé hier de l'ISO 5725. Ben, en fait, l'ISO 5725, c'est quoi? C'est une super méthode de type A. En gros, on prend une entité. Quand c'est des contrôles destructifs, c'est beaucoup plus compliqué. En prenant le cas simple des contrôles non destructifs, on va prendre une entité, n'importe laquelle, on va la faire mesurer par plein de gens. Donc, à chaque fois qu'on va faire une mesure de cette entité, il y aura bien cette valeur vraie-là de cette entité, plus une erreur de mesure qui se produira en fonction de ce qui se passe au moment de chacune des mesures. Et quand on va simplement analyser l'ensemble des valeurs mesurées obtenues sur cette unique entité, on va pouvoir déterminer la dispersion et donc l'écart type de cette dispersion. Calculer le biais, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait que l'entité, on la connaisse, c'est-à-dire que ce soit un étalon, auquel cas on pourrait observer la différence entre la moyenne expérimentale des données obtenues par les laboratoires et la valeur attendue, en espérant que la valeur attendue soit déterminée avec une incertitude qui permette d'avoir confiance dans cette valeur attendue.
Donc la 57-25, c'est simplement une super méthode de TIPA dans laquelle on ne va pas faire d'hypothèses sur les différents facteurs, on va les faire jouer en fait dans les laboratoires et c'est la résultante, c'est ce qui sera produit pendant les mesures qu'on va analyser qui vont nous permettre de déterminer l'incertitude de mesure. Alors, on peut rentrer dans plus ou moins de détails, ce n'est pas là encore l'objectif. En faisant ce qu'on appelle notamment de l'ANOVA, donc l'analyse de la variance, on est capable, quand on a bien organisé le plan d'expérience, d'aller distinguer dans les causes d'incertitude de mesure ce qui vient de la répétabilité, ce qui vient des effets interlaboratoires. Et si on a un plan d'expérience encore un peu plus élaboré, confère l'ISO 5725-3, alors on peut même au sein d'un laboratoire distinguer les effets jour, les effets instruments, les effets opérateurs, enfin on peut faire des choses assez puissantes. Moi j'aime beaucoup la 5725 parce que elle exprime la réalité, c'est-à-dire que quand on fait une analyse GUM, on se pose la question des facteurs d'incertitude et puis quand on fait des évaluations de type B, on estime les erreurs maxi, les lois de probabilité, enfin c'est très complexe. Donc on fait beaucoup d'hypothèses. On peut tout à fait oublier des causes d'incertitude. Dans la 57-25, on ne fait pas d'hypothèses, on observe des résultats expérimentaux. Voilà. Donc évidemment, on prend quelques dispositions pour écarter les valeurs aberrantes qui perturberaient trop nos calculs, mais au moins on ne fait pas d'hypothèses, on ne fait pas d'hypothèses qui peuvent être fausses parce qu'on n'est pas obligé de tout comprendre ou d'avoir tout appréhendé sur les causes d'incertitude. Donc voilà où nous en sommes avec cet espoir que cette loi soit normale. Et vous avez eu hier dans le fichier de simulation d'un modèle de mesure, hein, c'est-à-dire que là, on n'avait pas une équation, on avait les causes d'incertitude qui se mélangeaient. Quand on regarde l'histogramme, on voit bien que en fonction de la composition du mélange, si on ne respecte pas les conditions du théorème central limite, alors l'histogramme, lui, ne nous montre pas une loi normale. Alors cette loi qu'on observe, qu'on appelle empirique quand ce n'est qu'un histogramme, elle a bien une moyenne et un écart type, mais elle n'a pas du tout les propriétés, ou pas forcément les propriétés. À k égale 2, on a 95% de niveau de confiance. Ça ne marche que quand la loi est normale. Et on verra d'ailleurs tout à l'heure que dans les décisions, c'est pas ça qui va nous intéresser, l'étendue des valeurs possibles, c'est bien cette loi de probabilité des erreurs qui va avoir une conséquence dans les décisions qu'on va prendre. Je profite d'être sur ce slide pour préciser quelque chose de fondamental, me semble-t-il, mais vraiment fondamental et très compliqué. C'est pratiquement copernicien. C'est que dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de voir la métrologie, dans notre façon de voir les résultats de mesure, dans notre façon même de les exprimer, quand on dit une valeur mesurée s'étend à plus ou moins U, on considère quelque part que la valeur mesurée, celle qu'on vient d'obtenir, c'est au centre de notre intervalle d'incertitude. Or, ça, c'est absolument faux, et vous le comprenez dans le slide d'avant. Ce qui est au centre de l'incertitude de mesure, et encore au centre, on le mettrait entre guillemets, c'est la valeur vraie de l'entité qu'on veut mesurer. Alors, cette valeur vraie, on ne la connaîtra jamais, ok? Donc, c'est compliqué de représenter schématiquement l'incertitude de mesure par un graphique comme on a l'habitude de le faire, parce que comme on ne connaît pas la valeur vraie, notre loi normale, on ne sait pas où elle est en fait. On sait juste, par hypothèse, qu'on peut confirmer, vous l'avez vu par la simulation numérique, ou infirmer d'ailleurs, on sait juste qu'il y a des erreurs qui se produisent et que notre valeur vraie est quelque part dans un ensemble de valeurs possibles. Mais de voir la valeur mesurée systématiquement au centre de l'intervalle d'incertitude de mesure, c'est une erreur aussi fondamentale, mais j'ai fait la même pendant longtemps et je sais à quel point cette vision, elle s'est imposée parce qu'on n'a pas su faire autrement jusqu'à maintenant, mais cette erreur est aussi fondamentale que de croire que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. En réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, tout comme c'est les erreurs de mesure qui tournent autour de la valeur vraie, et non pas, les erreurs de mesure ne tournent pas, entre guillemets, autour de la valeur mesurée. Elles tournent autour de la valeur vraie. Et ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresserait de connaître, la valeur vraie. Donc, voilà. Attention à cette représentation graphique, elle nous induit vraiment en erreur. Attention de ne pas tomber dans le piège. Donc, on va juste retourner très vite sur le fichier d'hier que j'ai modifié. Donc, vous allez le recevoir cet après-midi. Alors là, j'ai fait une configuration, vous l'aviez vu hier, qui ne nous donnait pas une loi normale. C'était pour montrer qu'il ne suffisait pas de faire une somme des moyennes. Alors, j'avais mis des zéros hier, donc là, j'ai mis des moyennes pour qu'on voit ce qui se passe. Il ne suffit pas de se faire une somme des moyennes et une somme des variances racine carrée pour obtenir des paramètres d'une loi normale. On obtient des paramètres, d'accord, mais d'une loi qui n'a ici rien de normal. Pour autant, ce sont bien des paramètres moyennes et écart type qui ont les propriétés dont j'ai parlé hier. Elles s'additionneraient avec d'autres si on venait
à mélanger cette loi avec une autre loi. Alors, est-ce que des fois, on mélange cette loi avec une autre loi? Ben, évidemment. D'ailleurs, c'est pas des fois, c'est tout le temps. Quand je mesure des entités, la valeur vraie des entités, c'est pas toutes les mêmes. Quand on fabrique des boulons ou des bouchons de stylo, on ne fabrique pas toujours le même boulon ou toujours le même stylo. Donc, la valeur vraie disperse. On va parler plus tard de loi a priori. Donc, ça, c'est la loi des valeurs vraies. Et quand on fait la mesure de ces valeurs vraies, on produit des erreurs de mesure qui peuvent suivre une loi telle qu'on a tout de suite à l'écran. Et la somme des deux, ben, ça va nous donner un mélange de deux lois qui seront la loi des valeurs vraies et la loi des erreurs de mesure. Donc, ce qu'on observe, c'est le mélange des deux. Et le mélange des deux, ben, c'est comme propriété, comme moyenne, la somme des deux moyennes, et comme variance, la somme des deux variances. Donc, c'est une propriété qu'on va pouvoir utiliser plus tard, et on en parlera essentiellement vendredi. Il y a un truc que je ne vous avais pas montré hier, et que vous avez bien compris très probablement, c'est qu'ici, on a simulé les erreurs de mesure possibles. On a fait les 5 causes d'incertitude. Là, on a simulé les causes 1, 2, 3, 4 et 5, et on a dit, du fait de notre processus de mesure, on peut avoir cette erreur de mesure, ou celle-ci, ou encore celle-là, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Donc ici, on a bien une colonne avec des erreurs de mesure possibles. Donc cette colonne, il suffit de mesurer, enfin de demander à Excel de nous dire quelle est la moyenne de cette colonne et quelle est la moyenne, l'écart type de cette colonne. Et vous voyez qu'on retrouve, alors peu ou prou évidemment, ce ne sont que des estimateurs, on va le voir tout à l'heure aussi, c'est important d'en parler, mais si je relance mes simulations, vous voyez, ça fait varier mes deux estimateurs biais et UC, et vous les voyez qui varient autour des estimateurs théoriques. Et les estimateurs théoriques, c'est la somme des moyennes, et c'est bien la somme des variances prises en racine carrée. Voilà. Alors, j'ai rajouté aussi dans ce fichier Excel, puisque tout n'étant pas gaussien, parfois on est amené à manipuler des lois qui sont des lois empiriques, qui sont définies par des histogrammes, comme vous l'avez sur le fichier. Et bien, quand on a une loi définie par un histogramme, c'est ce qu'on va obtenir, par exemple, en faisant de la simulation numérique dans le cadre de la loi de propagation des incertitudes. J'y viens tout de suite. Si cet histogramme n'est pas gaussien, cet histogramme, on pourra quand même lui calculer sa moyenne et son écart type. Donc là, il y a des formules que vous retrouverez dans le livre blanc sur les fondamentaux statistiques que je vous ai proposé de télécharger hier, téléchargement gratuit, je précise. Vous retrouverez ces formules-là qu'on doit à mon ami Laurent Leblond. Et là, vous voyez que en appliquant les formules des lois empiriques, on obtient aussi à peu près les mêmes valeurs que les valeurs qu'on obtient théoriquement via les propriétés statistiques dont on a parlé jusqu'à maintenant. Voilà, donc ce fichier vous sera renvoyé cet après-midi. Comme ça, vous pourrez vous amuser avec. Et là, en fait, voilà, j'ai rajouté ces deux champs-là où par simulation et suivant l'histogramme qu'on a construit, on retrouve à peu près nos paramètres moyenne et écart type de la loi de probabilité de ces erreurs de mesure. Alors, on vous a envoyé aussi hier le fichier de simulation que j'utilise souvent. Donc là, on va le rouvrir. Je vais vous montrer deux choses qui me semblent complètement fondamentales. La première, c'est que si on reprend l'expérience des dés, pour bien comprendre ce que je parle, imaginons que je lance 6 dés et que je les lance 4 fois. Voilà. Donc, je veux obtenir une série de 4 réalisations du lancer de 6 dés. Donc là, je lance la simulation. Vous voyez, ce n'est pas un PowerPoint. Donc, je lance la simulation et là, vous voyez, j'obtiens 4 valeurs possibles quand je lance 6 dés, puis un autre échantillon de 4 valeurs possibles quand je lance 6 dés, et je demande à Excel de faire ça 300 fois. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça ne va pas occuper toute la matinée, bien plus que si c'est nous qui le faisions à la main. Et ça va nous permettre de réfléchir autour des valeurs qu'on obtient. Donc, vous voyez, quand j'obtiens ces 4 individus, là, ces 4 échantillons, ben, si je suis mon réflexe habituel pour quantifier la dispersion, à savoir d'aller chercher le max de l'échantillon et le min de l'échantillon. Dans cet échantillon-là, le max, c'est 25. Or, quand je lance 6 dés, le max, c'est 36. Donc, avec 25, je ne suis absolument pas en mesure de définir, d'imaginer qu'il peut y avoir 36. Et le 16 en min, dans cet échantillon, la réalité, c'est que quand je lance 6 dés, le min, c'est 6. Donc, 16, c'est très, très loin de 6. Je vous ai dit hier, et je réinsiste aujourd'hui, on a ce réflexe d'aller chercher des max et des min, parce que depuis qu'on est tout petit à l'école, la maîtresse, elle nous donnait la note max et la note min de la classe. Sauf que la maîtresse, elle avait toutes les notes de la classe. Ici, je n'ai que 4 échantillons de valeurs possibles quand je lance 6 dés, et le nombre de valeurs possibles quand je lance 6 dés, c'est l'infini.
Donc, 4 échantillons sur l'infini, je ne peux pas prétendre avoir trouvé le max et le min. Et la preuve est faite avec cette simulation. Ici, le max, je trouve 25 au lieu de 36, 24 au lieu de 36, 22 au lieu de 36, 26 au lieu de 36, 32 au lieu de 36, et ainsi de suite. Vous pourrez vous amuser avec. Voilà. Le min, c'est pareil. Il n'y a aucune raison que je trouve le min non plus dans cette petite échantillon de 4 valeurs. Alors, notez avec moi quand même que quand je fais l'étalonnage d'un instrument de mesure et que je viens prendre 3, 4, 5, 10 valeurs sur des instruments qui ont des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de graduations, donc d'opportunités de faire des erreurs. Comprenez bien que d'aller chercher le max des 4 que j'ai vus n'a absolument aucun intérêt. Et quand je dis aucun intérêt, c'est aucun intérêt. Que j'ai vu cette valeur-là d'erreur sur une des graduations et que j'en ai vu une autre sur une autre graduation et encore une autre sur une autre graduation, c'est une information que je vais pouvoir exploiter. Mais de dire j'ai trouvé la plus grande et je me limite à ça et qu'après je divise par racine de 3 pour me faire plaisir, je suis complètement passé à côté du sujet. Il n'y a aucune raison que je tombe systématiquement quand je fais 5 points de mesure sur les valeurs les plus mauvaises. C'est absolument pas possible. C'est la première remarque. Je le dis, je le redis. Si on faisait de la modélisation comme le préconise le VIM, on n'aurait pas ce problème-là, puisqu'on exploiterait statistiquement les valeurs mesurées pour essayer d'extrapoler ce qu'on n'a pas vu. C'est exactement ce qu'on fait ici. Regardez bien. Là, j'ai cherché le max de l'échantillon, le min de l'échantillon. J'ai fait ça pour mes 300 échantillons. Si je regarde, en moyenne, avec mes échantillons, je trouve un max autour de 26 au lieu de 36. Et en moyenne, je trouve un min autour de 17 au lieu de 6. Autrement dit, je me trompe de 200%. Voilà. Si je limite ma connaissance à mes observations, je peux me tromper de façon considérable. En revanche, avec exactement la même série de mesures, sachant que je m'attends à ce que la loi sous-jacente, la loi parente, ce soit une loi normale. Si je calcule la moyenne de cet échantillon et l'écart type de cet échantillon, comme je sais que dans plus ou moins 3 écarts types autour de la moyenne, j'ai environ 100% des valeurs, alors je peux essayer de deviner la valeur la plus grande que le phénomène peut produire, de deviner la valeur la plus petite que le phénomène peut produire, en prenant simplement moyenne plus 3 écarts types pour la plus grande et moyenne moins 3 écarts types pour la plus petite. Et là, du coup, je vais deviner que je n'ai vu que des entre 25 et 16, mais il est bien possible que ma population parente varie entre 6 et 32. Alors 6 et 32, c'est pas 6 et 36, mais c'est quand même déjà beaucoup mieux que 16 et 25. Et si je fais ça sur chacun de mes échantillons, et comme tout à l'heure, si je fais la moyenne, eh ben je vois que grâce à l'exploitation de mes 4 petites valeurs de mon échantillon, en moyenne, j'arrive à deviner qu'il y a peut-être 33 sous-jacents à mon phénomène et qui peut aller jusqu'à 9 au plus bas. Donc, vous voyez que je suis bien plus pertinent en utilisant les outils statistiques moyenne et écart type sur les mêmes données, exactement les mêmes données, que si je me limite, comme je fais depuis que je suis tout petit, à regarder le max et le min. Voilà. Alors, confère vos certificats d'étalonnage avec des erreurs max relevées sur 4 points. Dites-moi à quoi ça sert. Voilà. Moi, j'ai toujours pas compris. Dieu sait que j'en ai signé des certificats d'étalonnage et que j'en ai fait moi-même, mais ça sert à rien. Enfin, ça s'appelle du hasard, ça s'appelle jouer au loto, quoi. Je peux vous promettre qu'aucune des valeurs max que vous avez sur vos certificats d'étalonnage ne correspondent à la réalité de votre instrument de mesure. Sûr et certain. Aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus, sur cette capacité des paramètres statistiques à deviner ce qu'on n'a pas vu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'inférence statistique. Donc, on essaye de deviner à travers un échantillon ce qu'il en est de la loi parente. Donc, on fait des hypothèses, évidemment. Mais on est de toute façon meilleur que se limiter aux observations qu'on a faites, c'est évident. Et la deuxième chose, dans ce tableau-là, vous pouvez toucher du doigt ce qu'on appelle un estimateur. C'est-à-dire que quand je lance 6 dés, je sais que la moyenne, vous vous en rappelez hier, c'est 6 fois la moyenne de 1 dé, donc 6 fois 3,5. 6 fois 3,5, 3 fois 6, 18 et 3, 21, ma moyenne vaut 21. La moyenne vraie de la population parente vaut 21. Et bien, quand je n'ai qu'un échantillon, bien sûr, je ne trouve pas systématiquement 21. C'est-à-dire qu'ici, j'ai de la chance, je l'ai trouvé, mais ici, j'ai trouvé 19, ici, j'ai trouvé 19,75, ici, j'ai trouvé 25. Il n'y a aucune raison que mon échantillon me livre la vraie valeur de la moyenne. De vous à moi, les statisticiens n'appellent pas ça une moyenne, ils appellent ça l'espérance mathématique. Mais pour nous, on va rester sur le mot moyenne, ça n'apporte pas grand-chose, à ce stade en tout cas. Donc voilà. Donc en fait, quand on a un échantillon, on n'accède pas aux paramètres qu'on recherche, on n'accède pas aux paramètres moyenne,
on accède à un estimateur de la moyenne. Voilà. Et donc ce 19, en fait, d'un point de vue statistique, c'est la même chose que ce 19,75 et ce 20. C'est-à-dire que ces trois valeurs-là, qui sont algébriquement différentes, sont des estimateurs d'une même valeur qui vaut 21. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en statistique, faire des tests directement. Est-ce que 19 est différent de 19,75? Oui, mathématiquement, c'est différent. Mais comme ce sont des estimateurs de paramètres établis à partir d'un échantillon, ce 19 et ce 19,75 peuvent tout à fait être des estimateurs différents d'une même valeur. C'est toute la complexité en statistique. C'est comme on n'accède pas ni à mu ni à sigma, mais à des estimateurs de mu et à des estimateurs de sigma, on ne peut pas statuer en disant bah, cette valeur est différente de l'autre. Pour avoir cette conclusion, il faut faire ce qu'on appelle un test statistique qui va nous permettre de voir si oui ou non statistiquement ces deux valeurs sont différentes. Et c'est exactement ce qui se passe quand on veut déclarer la conformité à une limite. Voilà. Enfin, par exemple. Ce n'est pas exactement ce qui se passe, mais ça peut se produire comme ça. En tout cas, c'est exactement ce qui se passe quand on veut tester, par exemple, deux fournisseurs différents sur le même type d'entité. Est-ce qu'ils fabriquent des choses différentes ou pas? Ce n'est pas parce que vous aurez un petit échantillon de l'un et un petit échantillon de l'autre qu'algébriquement, vous pourrez dire s'ils sont différents. Il faudra faire des stats, il faudra faire des tests statistiques. Alors, en statistique, il y a deux grandes lois qu'on utilise à ce stade-là. C'est la loi de Student pour donner un intervalle de confiance dans lequel se trouve mu quand on connaît X bar. Autrement dit, on peut, grâce à les lois de Student, calculer l'intervalle de confiance autour de ce 19 dans lequel on aura le sigma, c'est-à-dire 21. Ça, c'est la loi de Student. Et pour les écarts types, on utilise la loi du Qui2. La loi du Qui2 va nous permettre de donner un intervalle de confiance dans lequel se trouve sigma quand on connaît petit s. Voilà. Et petit s, c'est l'écart type qu'on calcule sur la base d'un échantillon. C'est donc un estimateur de sigma. Et chacun comprendra, alors il y a des choses dans le fichier Excel là et surtout dans le livre blanc qui vous explique tout ça, que évidemment, plus j'ai d'échantillons, enfin, plus l'effectif de mon échantillon est important et plus l'estimateur va tendre vers sigma et plus l'intervalle de confiance va diminuer pour dire, OK, je n'ai pas exactement sigma, mais si j'ai beaucoup de valeurs pour calculer sigma, alors l'intervalle de confiance sera évidemment beaucoup plus petit que si je n'ai que quelques valeurs. Et la question classique, c'est combien il faut faire de valeurs? Eh bien, elle trouve de réponse que dans le mélange global, dans lequel il y aura ce sigma-là, mais il y en aura d'autres, est-ce que le fait que ce soit celui-là ou plutôt celui qui est au maxi de l'intervalle de confiance, est-ce que ça change quelque chose dans mon résultat final? Si ça ne change rien, eh ben, j'ai fait assez de valeurs. Si ça change quelque chose, c'est-à-dire si le doute est trop grand sur mon estimateur, alors il faut que je multiplie les expériences. Voilà. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question-là. Ça va toujours dépendre des autres facteurs. Il n'y a pas de réponse intrinsèque. La seule chose qu'on peut dire, c'est que plus j'ai de valeurs et plus l'estimation que j'ai est proche de la réalité. Donc voilà ce que je voulais repréciser par rapport à hier sur ce fichier-là. Donc vous l'avez, vous pourrez comprendre maintenant un peu mieux l'onglet écart type versus étendu. Et là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça relève de ce que j'appelle depuis le début le cas d'un modèle de mesure. C'est-à-dire que dans le cadre d'un modèle de mesure, j'accède directement, en gros sans formule, mon processus de mesure me permet de donner comme résultat la valeur de la grandeur attendue. Dans un modèle d'intérêt, les choses sont un peu différentes. Imaginons, on prend un cas très simple. Alors, je voulais prendre les pipettes au début, mais c'est beaucoup trop compliqué. Dans le fichier Excel, il y a beaucoup trop de paramètres. Quand on fait de l'étalonnage de pipettes par gravimétrie, il faut tenir compte de la pression, de la température, de la masse volumique de l'eau. Enfin bon, bref, c'est trop complexe. On va prendre un cas plus simple, mais qui se résout exactement de la même façon. Sauf qu'en une heure de temps, on ne peut pas tout faire. On va prendre un cas tout simple où je suis intéressé par la diagonale de ce rectangle. Voilà. Et cette diagonale, eh ben, je ne vais pas pouvoir la mesurer directement. Je vais donc choisir d'utiliser la relation mathématique que tout le monde connaît, la relation de Pythagore. Je vais mesurer la longueur. Donc, je vais obtenir une valeur mesurée pour la longueur grand L. Et vous avez vu que je n'ai pas mis plus ou moins quelque chose. J'ai dit et petit UL, c'est-à-dire l'incertitude type sur la mesure de la longueur. Je vais mesurer la largeur petit l et avoir une incertitude type, donc un écart type en fait, petit u, petit l de la valeur de la largeur. Et moi, ce qui m'intéresse, la grandeur d'intérêt, c'est la diagonale. Donc la diagonale, je vais pouvoir la calculer par la formule. Ça marche quel que soit le modèle d'intérêt. Et je vais devoir estimer
comment se sont propagées les incertitudes petit u sur grand L et petit u sur petit l, comment se sont propagées ces incertitudes dans l'incertitude que j'ai inexorablement sur ma valeur calculée, c'est-à-dire diagonale, eh ben, ça va pas être la vraie diagonale, et il me faut aussi l'incertitude sur la diagonale. Et il va donc falloir que je regarde comment se sont propagées les incertitudes sur les données d'entrée dans la donnée de sortie. Alors, ici, on a deux grandes méthodes. La méthode du GUM qui date de 1995 et qui est la méthode dite de la loi de propagation des incertitudes de mesure. Là, on utilise une propriété, pour faire simple, je ne vais pas la décrire là, je n'ai pas le temps, mais on dit, si sur la plage d'incertitude en X, donc en abscisse de mon graphe en haut à gauche, l'incertitude, enfin la plage d'incertitude est suffisamment petite pour que la fonction f, celle qui est vous voyez la courbe là, si la plage d'incertitude est suffisamment petite pour que la fonction f sur cette plage-là soit assimilable à sa tangente, alors on va utiliser les dérivées partielles pour propager l'incertitude sur x dans y. Et quand on a plusieurs x, on fait toutes les propagations de tous les x dans y et on fait une somme de variance de ce qui provient des x dans y. D'où la formule un peu compliquée du GUM, qui fait appel à ces dérivées partielles. Et là, le GUM introduit la notion des covariances. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand les phénomènes sont indépendants, c'est la somme des variances, mais dès qu'on a des covariances entre les phénomènes, il faut tenir compte des covariances qui, dans le cas d'un modèle d'intérêt, interviennent avec leur coefficient de sensibilité, à savoir la dérivée partielle sur chacun des x, deux fois, mais ça c'est la formule, et la covariance entre x et y. Alors, dans le cas de ma diagonale, on peut tout à fait imaginer qu'il y a effectivement une covariance entre les erreurs sur grand L et les erreurs sur petit l, parce que par exemple, c'est le même opérateur qui va mesurer grand L et petit l, il va le faire au même moment, c'est-à-dire que la température sera la même pour grand L et petit l, donc si l'éprouvette s'est dilatée, alors elle s'est dilatée pour grand L, pour petit l, donc ça aura plus d'impact sur la diagonale que si les valeurs étaient complètement indépendantes, et on peut imaginer que c'est avec le même instrument de mesure, par exemple, et par exemple, on créerait une covariance ainsi entre la mesure de grand L et la mesure de petit l. Donc des covariances, je redis, il ne faut pas les négliger d'un revers de main, elles sont là, elles sont fréquentes, et on verra vendredi d'ailleurs que si les industriels arrivent à fabriquer des voitures, c'est parce qu'il y a des covariances. S'il n'y avait pas de covariance, on ne saurait pas fabriquer des voitures, ni des téléphones, ni quoi que ce soit d'autre, mais ça, on verra ça vendredi. Loi de propagation, j'en dis pas plus, je rappelle juste la condition. Pour que ça marche, il faut que la courbe soit assimilable à sa tangente sur la plage de variation des données d'entrée. Si jamais la courbe n'est pas assimilable à sa tangente, pour 1000 raisons, alors la loi de propagation ne marche pas très bien parce que du coup, la tangente ne permet plus de faire la propagation de l'incertitude sur x dans y. La simulation numérique, quant à elle, alors elle a un gros avantage, c'est qu'elle ne fait pas du tout cette hypothèse. Elle dit, j'ai mesuré grand L, j'ai un ensemble des valeurs possibles de grand L, j'ai mesuré petit l, j'ai un ensemble des valeurs possibles de petit l, alors je vais simuler une valeur de grand L, une valeur de petit l pour avoir une valeur de la diagonale, et je vais recommencer une autre valeur de grand L, une autre valeur de petit l possible pour avoir une autre valeur de la diagonale possible. Si je fais ça un grand nombre de fois, je vais pouvoir calculer moyenne et écart type des résultats de simulation. Donc là, ça va me donner, comme on l'a vu sur le fichier d'hier, mais je vais surtout aussi pouvoir dessiner l'histogramme des valeurs possibles de la diagonale pour m'assurer que la moyenne et l'écart type que je calcule, c'est des paramètres d'une loi normale. Et si ce n'était pas les paramètres d'une loi, le fait de faire du GUM-S1 me permet d'observer la loi de probabilité du mesurant. J'ai fait un petit exercice là où j'ai demandé, alors ce fichier je vous fournirai aussi, là encore comme hier, ce ne sont pas des fichiers qu'on commercialise, c'est des fichiers à usage pédagogique, donc je ne garantis pas zéro bug, il y a sûrement beaucoup mieux à faire que ça pour s'amuser, mais ça permet au moins de toucher du doigt les problèmes. Donc avec cet outil-là, vous allez pouvoir simuler des variables corrélées. D'accord ? Je peux en simuler autant que je veux, donc là j'en prends 2 parce que j'ai longueur et largeur, mais si je devais en utiliser 4, 5, 6, 10, je lui dirais que je veux 10 paramètres, et donc il ouvrirait la matrice de variance-covariance pour rentrer les paramètres sur les 10 grandeurs, et voilà. Donc ici, il simulerait 10 colonnes de paramètres corrélés ou pas, suivant la matrice de corrélation. Donc en jaune, on met les valeurs à renseigner. Donc là, pour l'instant, je vais dire à Excel que je n'ai pas de covariance entre grand L et petit l, que j'ai une variance sur la mesure de grand L de 0,4
que j'ai une variance sur la mesure de petit l, la même, j'aurais pu en mettre une autre, de 0,4, et je lui demande de simuler autour d'une valeur mesurée de 12,5 et 7,5 pour grand L et petit l. Je lui demande de simuler des valeurs, ce qu'il fait ici dans les colonnes IJ. Donc, vous pourrez vous amuser avec ça. Je redis, vous mettez le vecteur de moyenne que vous voulez, vous mettez les variances que vous voulez, lui, il va vous tirer des valeurs possibles, et dans l'onglet modèle d'intérêt, vous allez pouvoir lui dire que ici, vous voulez calculer racine de grand L au carré plus petit l au carré. Donc là, il a fait 1000 simulations, donc il a tiré 1000 valeurs possibles pour grand L, 1000 valeurs possibles pour petit l, il a calculé 1000 valeurs de la diagonale possible, et ici, il vous dit, ben voilà, notre moyenne, c'est 14,58. Bah, avec les valeurs mesurées, ça aurait donné 14,57, c'est la même chose. Et notre incertitude type, l'écart type de notre série de données est égal à 0,626. Et notre histogramme nous permet de voir qu'on est effectivement à peu près gaussien. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On veut dire qu'on peut estimer que l'incertitude sur la diagonale, c'est effectivement une loi normale de moyenne 0, d'écart type 0,63 environ. Ici, j'ai fait un petit schéma qui vous montre la valeur de grand L en abscisse ou en ordonnée, peu importe, et la valeur de petit l. C'est intéressant de voir ce schéma parce que là, on voit qu'on a une tâche et cette tâche nous montre qu'il y a indépendance entre grand L et petit l, c'est-à-dire qu'à toute valeur de L possible, de grand L possible, on a toute valeur de petit l possible. Ça vient du fait qu'on a dit qu'il n'y avait pas de corrélation, qu'il n'y avait pas de covariance entre grand L et petit l. Si maintenant, je mettais une covariance et je la mets négative, parce que j'ai fait des petits tests tout à l'heure et que c'est plus rigolo quand elle est négative. Donc, je la mets négative, coefficient de corrélation, parce que la covariance peut être négative. Une covariance négative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux phénomènes sont liés, mais quand il y en a un qui augmente, l'autre diminue. C'est ce qui se passait hier dans la simulation avec les dés, quand on disait que les dés tombaient sur la face opposée l'un à l'autre. Quand on a un grand chiffre, pour l'un, on a un petit chiffre pour l'autre. 6 et 1, 5 et 2, donc vous voyez, il y a une relation négative. Quand l'un augmente, l'autre diminue. Voilà. Donc là, on va mettre une corrélation à 90% pour voir les choses. Je ne dis pas qu'il y a une corrélation de 90. Et qu'est-ce qui se passe dans la simulation? Donc, on va lui laisser faire nos 1000 simulations tranquillement. Vous avez vu que c'était assez rapide. Alors, il y a beaucoup mieux à faire avec d'autres logiciels. Là, c'est vraiment, j'utilise Excel parce que c'est simple et ça permet d'échanger avec tout le monde. Ça évite d'avoir à télécharger des runtime qui font des gigaoctets pour faire des trucs qu'on peut faire avec Excel simplement. Et donc là, vous voyez que ma tâche n'a plus du tout la même forme. Plus du tout la même forme. Là, maintenant, on n'a plus une tâche, on a une ellipse. Une ellipse qui est dirigée vers le bas, qui s'incline vers le bas, qui montre le coefficient de corrélation négatif. Et là, cette ellipse, elle nous dit bien que toutes les valeurs de grand L ne sont pas compatibles avec toutes les valeurs de petit l. Elle nous dit ça. Et notre histogramme, bon ben là, manifestement, ça n'a pas changé la forme de l'histogramme, mais vous voyez que la covariance négative a diminué l'incertitude, c'est-à-dire l'amplitude de variation, parce qu'on a une covariance négative et que cette covariance négative, elle fait diminuer l'incertitude de mesure globale. Voilà. Mais évidemment, suivant la fonction mathématique, cette covariance peut aussi avoir des impacts sur la forme de l'histogramme. Avec des variables indépendantes, on pourrait avoir un histogramme donné, et dès qu'on met des variables dépendantes, on peut déformer l'histogramme, comme on l'a vu hier dans la simulation avec les dés, que vous pouvez reproduire, parce que je vous ai fourni, nous vous avons fourni le fichier. Voilà. Donc ça, c'était des choses que je voulais préciser et qui sont importantes. L'avantage de la simulation numérique, je le redis, c'est qu'on peut simuler des valeurs corrélées. Vous aurez le fichier cet après-midi. Je vais mettre un bémol tout à l'heure. On n'a pas besoin de faire l'hypothèse d'assimilable à sa tangente, on n'a pas besoin de faire ça. Et le troisième gros avantage que je vois, c'est qu'on voit l'histogramme du mesurant. C'est-à-dire que si j'applique la loi de propagation du GUM, ben je croise les doigts pour que mon incertitude soit un paramètre de loi normale. Il n'y a absolument rien qui me le prouve. Alors par simulation numérique, je vois cet intervalle-là. Je sais qu'après, on est soucieux de calculer ces fameux intervalles où il y a 95% de niveau de confiance. J'ai évoqué ça hier rapidement. On sait aussi faire ce calcul-là. Et le GUM-S1 nous dit, on regarde tous les intervalles qui contiennent 95% des valeurs. Donc, en fait, on fait glisser une fenêtre sur l'histogramme pour voir quand est-ce qu'on a 95% des valeurs. Et on regarde quelle est la fenêtre qui a la plus petite amplitude, qui a la plus petite ouverture. Et conventionnellement, on décide que c'est ça l'incertitude. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée, pourquoi? Parce que voilà la définition que donne le VIM du mot incertitude de mesure.
je me mets à la place des enseignants, parce que j'en ai fréquenté beaucoup, qui commencent à expliquer à un étudiant de seconde, voire même avant, puisque les incertitudes de mesure sont au programme, au programme voilà, du secondaire, enfin du lycée. J'imagine un enseignant expliquer à un étudiant, un élève, ce que c'est qu'une incertitude de mesure vue par le GUM. Alors, vue par le GUM, c'est un paramètre non négatif qui caractérise la dispersion. D'accord, un paramètre non négatif. C'est à peu près hallucinant cette définition. Alors moi, chez Delta Mu, on a décidé d'en proposer une autre qui est absolument univoque, qui marche absolument dans tous les cas, qui ne souffre d'aucune exception. La définition que nous proposons, c'est que l'incertitude de mesure, c'est simplement la loi de probabilité des erreurs de mesure. Là, vous avez vu que par simulation, dans le cas d'un modèle de mesure hier et dans le cas d'un modèle d'intérêt aujourd'hui, on peut tout à fait observer cette loi de probabilité des erreurs de mesure. Voilà. Et on pourrait tout à fait dire que l'incertitude de mesure, c'est une loi, c'est la loi de probabilité des erreurs de mesure. Ça peut être une loi normale, auquel cas on en donne la moyenne et l'écart type et elle est parfaitement définie. Ça peut être un histogramme que j'ai obtenu par simulation numérique, auquel cas c'est un histogramme. Voilà, c'est un vecteur avec deux valeurs, un centre classe d'un côté et un effectif de l'autre, et après on manipule ce vecteur-là. Ça pose absolument aucune difficulté calculatoire. Et du coup, qu'est-ce que l'erreur de mesure? L'erreur de mesure, c'est quoi? Et ça va être important pour maintenant de bien comprendre ça. L'erreur de mesure, c'est la réalisation c'est une réalisation de cette loi de probabilité. Et la simulation vous l'a bien montré, hier comme aujourd'hui. On a dit hier qu'on avait 5 causes d'incertitude qui produisaient chacune leur petite erreur. Et finalement, quand on faisait une mesure, on avait la somme de ces erreurs qui était l'erreur de mesure. Et puis après, comme c'est des phénomènes pour partie aléatoires, parce qu'ils ont une moyenne, mais pour partie aléatoire, alors si je refais une mesure, on va rejouer la musique, on va rejouer les différents facteurs qui contribuent à l'incertitude de mesure, et on va donc obtenir une autre erreur de mesure. C'est ce qu'on appelle une réalisation. Quand je simule le lancer d'un dé, ben, je trouve 3, c'est une réalisation de la loi de probabilité lancée du dé, qui est une loi uniforme qui varie entre 1 et 6. Donc, comme définition de l'incertitude de mesure, et si vous voulez en parler à vos collègues ou leur expliquer, c'est bien plus simple de leur dire, quand on a compris, donc il faut commencer par là évidemment ce qui était une loi de probabilité, de leur dire que l'incertitude de mesure, c'est la loi de probabilité des erreurs de mesure. Je note que cette loi de probabilité n'a pas obligatoirement une espérance mathématique égale à 0. On dit une moyenne égale à 0. Si j'ai un biais non corrigé dans mon processus de mesure, alors ben, dans ma loi de probabilité, le biais de mon processus de mesure, c'est l'espérance. Voilà, point, fin de l'histoire. Elle a aussi une variance et certaines lois théoriques peuvent être déterminées avec d'autres paramètres. On peut aller jusqu'à des paramètres complémentaires pour expliquer des formes, notamment quand elles sont asymétriques, ou alors avoir un histogramme. Et puis voilà, il suffit ensuite de savoir simuler, on va le voir tout de suite, des valeurs d'une loi empirique. Ça pose aucun problème mathématique. La solution vous est donnée dans le livre blanc que je vous ai proposé de télécharger hier sur les fondamentaux des sciences statistiques. Voilà. À ce stade, on a donc compris l'essentiel, c'est que une mesure vraie, ça n'existe pas. Et on doit maintenant s'attacher à savoir comment on gère ce problème quand on est confronté à la déclaration de conformité. Parce que je sais bien que très souvent en métrologie, en tout cas aujourd'hui, le but de la métrologie, c'est d'être capable de déclarer des conformités à des spécifications. On verra vendredi que le but de la métrologie dans l'industrie 4.0, c'est pas uniquement de donner des conformités. Le but de la métrologie dans l'industrie 4.0, et je vous dirai pourquoi, c'est de produire des mesures les plus fiables possibles. Parce qu'un algorithme, il va nous faire confiance, et si on lui raconte n'importe quoi, et ben en résultat, il nous dira n'importe quoi. Donc, dans l'IA, dans l'industrie 4.0, la métrologie dépasse la contingence de décisions de conformité. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que très souvent, le rôle du métrologue, c'est de pouvoir adapter ces processus de mesure pour déclarer des conformités. Alors, dans un monde théorique, dans un monde parfait, tout est génial. J'ai une spécification. Quand je mesure dans l'aspect, je suis conforme, d'accord, comme c'est marqué ici à l'écran. Puis quand je suis à côté, c'est non conforme. C'est très malthusien, c'est simple. La vie est belle. Sauf que, et vous le savez maintenant, enfin vous le saviez avant, j'ai le défaut de faire l'incertitude de mesure. Comme je vous dis qu'il ne faut pas le faire, mais le fait est que ça permet au moins d'expliquer les enjeux. Ici, donc j'ai une zone des valeurs possibles de ma valeur vraie qui fait que dans tous les cas, même
même si elle n'est pas exactement là où je pense, elle est quand même conforme à la spécification. Ma loi de probabilité des valeurs vraies possibles est toute entière contenue dans l'intervalle de spécification. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, vous voyez bien que je peux commencer à sortir. Donc, il y a des possibilités, je ne les connaîtrai jamais, mais il y a des possibilités, compte tenu de ce que j'ai mesuré, que cette valeur vraie soit en dehors de l'aspect, donc elle est peut-être non conforme. Et de l'autre côté, la valeur vraie, même si j'ai vu la valeur mesurée non conforme, la valeur vraie est peut-être conforme. Sur ce petit schéma, on peut introduire deux concepts que vous connaissez déjà forcément, qui sont les concepts de risque client et de risque fournisseur. Ce qu'on appelle le risque client, c'est la probabilité de livrer une pièce non conforme qu'on a cru conforme. On est exactement dans le cas à droite de ma figure, c'est-à-dire j'ai mesuré conforme, mais il y a un risque que la valeur vraie soit non conforme, donc je vais livrer une pièce à mon client ou une entité qui n'est pas conforme, et ça peut poser un problème au client, donc ça s'appelle un risque client. De l'autre côté, on est plutôt dans le cas de ce qu'on appelle le risque fournisseur, à savoir, je vois que ma pièce est non conforme, donc je la rebute en tant que fournisseur, par exemple, alors qu'il y avait une probabilité, je ne sais pas laquelle, encore faut-il la calculer, que cette valeur, que l'entité soit conforme à la spécification. Et là, on comprend la notion de risque fournisseur, parce que du coup, je rejette une pièce ou je retouche une entité pour rien, parce qu'en fait, dans les apparences, elle n'était pas bonne, mais dans la réalité, elle était bonne. Alors, moi, je suis très critique du vocable risque client et risque fournisseur. Je vais vous citer un cas simple, sûrement certains d'entre vous m'ont déjà entendu le citer. À titre d'exemple, c'est si je vais faire une analyse sanguine pour savoir si je suis malade ou pas malade. Le risque client, c'est quoi? C'est que je suis malade, en vrai, donc la pièce n'est pas bonne, le bonhomme n'est pas bon, il est malade, mais à cause des erreurs de mesure qui se produisent dans le laboratoire de biologie médicale, on ne voit pas que je suis malade. On croit que je suis conforme. C'est exactement ce qu'on appelle le risque client. Et là, moi qui suis malade alors qu'on croit que je ne suis pas malade, je ne vais pas bénéficier du traitement qui aurait amélioré ma situation, voire qui m'aurait sauvé la vie. On comprend bien ce que ça veut dire un risque client. Là, c'est je livre une pièce d'avion en pensant qu'elle est bonne alors qu'elle n'est pas bonne. Quand on est dans l'avion et qu'on subit la non-conformité, on comprend bien ce que c'est le risque client. Donc là, pas d'ambiguïté. Par contre, sur le risque fournisseur, je ne suis pas malade, donc on est dans le cas où je ne suis pas malade et on me voit malade. On me voit non conforme alors que je suis conforme. Et là, pour le coup, je pars 3 mois en chimiothérapie pour absolument rien parce que j'étais pas malade en fait. Bon. Je vois pas en quoi c'est le risque fournisseur. C'est bien moi qui vais subir une séance de chimiothérapie ou des séances de chimiothérapie pour rien parce que je n'étais pas malade. Donc en aucun cas, c'est un risque fournisseur. Ça reste un risque client qui n'est pas de la même espèce que l'autre. Je préfère subir quelque chose, un désagrément et que l'avion s'écrase pas, on est bien d'accord, mais le fait est que c'est toujours le client qui va subir ce risque. Je vais vous donner un autre exemple que vous allez sûrement très bien toucher du doigt et comprendre. Quand un prestataire d'étalonnage vous dit que votre appareil est non conforme, ou quand il vous dit qu'il est conforme, alors il vous dit qu'il est conforme, mais il est peut-être non conforme. Donc du coup, c'est bien un risque client parce que vous risquez d'utiliser un appareil non conforme. Encore faut-il savoir à quoi. Pour l'instant, je suis assez caricatural. Mais c'est possible qu'on vous ait dit conforme alors que c'était non conforme. Donc il y a peut-être un risque pour vous, pour vos clients, pour la qualité de vos produits. C'est peut-être vous qui fabriquez cette pièce d'avion qui risque de tomber à cause de cette erreur. Ça serait dramatique, on comprend bien. Par contre, quand le prestataire, qu'il soit interne ou externe d'ailleurs, vous dit que l'instrument est non conforme alors qu'il est conforme, on est dans le cas du risque fournisseur. Qui va subir les conséquences de cette erreur? C'est vous. Puisque si on vous dit qu'un instrument est non conforme, ce n'est pas celui qui le dit qui va payer, c'est bien vous qui allez devoir faire une étude d'impact, d'aller peut-être obligé de changer l'instrument. Enfin, c'est toujours le client qui paye. C'est pas le fournisseur, il n'y est pour rien. Moi, j'ai étalonné j'ai signé, je l'ai dit tout à l'heure, des centaines de milliers de PV. Il y en avait où c'était écrit non conforme, j'ai jamais payé les conséquences de cette non-conformité. C'est toujours mon client qui après se débrouille en interne pour savoir si ça a eu des conséquences ou pas. Donc, si je lui dis que c'est non conforme et que c'est vraiment non conforme, c'est tant mieux. Mais si je lui dis que c'est non conforme alors que c'est conforme, je l'ai fait travailler pour rien. Mais moi, j'ai rien fait du tout. Il n'y a pas de risque fournisseur. Donc, j'imagine que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui ont été amenés à faire des études d'impact, des analyses des conséquences d'une non-conformité sur un instrument de mesure. Bon, je vois d'ici qu'ils ont à peu près tous, à la fin, vous êtes arrivé à dire que ça n'avait pas de conséquences, peut-être simplement parce que ce n'était pas non-conforme. Voilà, aussi simplement que ça. Donc, vous voyez bien toute cette question du risque. Si on mesurait juste, ça serait génial. Comme on ne mesure pas juste, on est dans le doute.
Alors, pour résoudre le doute, le normalisateur, lui, qui veut toujours rendre service, enfin, souvent à lui d'ailleurs plus qu'aux autres, hein, je rappelle, une norme, c'est écrit pour ceux qui les écrivent. Les normes, c'est pas écrit pour ceux qui les lisent. On paye pour écrire des normes, donc on paye pour ses intérêts. On ne paye pas pour les intérêts d'autrui. Nous, on est un peu particulier chez Delta Mu parce que c'est la passion qui nous anime, il n'y a pas d'enjeu économique pour nous, mais gardez en tête quand même qu'une norme, c'est un consensus entre gens qui l'ont écrit, ils l'ont écrit pour répondre à leurs problèmes. Si ça répond au vote, tant mieux, si ça ne répond pas au vote, tant pis, vous aviez qu'à aller l'écrire avec eux. Voilà, c'est aussi simple que ça, pour écrire une norme, il suffit de payer. Donc, ce n'est pas très compliqué. Donc, la norme, les gens qui ont des problèmes, eh ben, ils font des normes. Donc là, par exemple, pour résoudre ce problème du doute, d'accord, sur la conformité réelle, alors on a écrit une norme qui date de 2000, hein, donc elle a plus de 20 ans maintenant, la norme ISO 14253-1 qui croit avoir trouvé la solution. Je dis qui croit, j'ai toujours été opposé à cette norme et l'expérience me prouve que j'avais raison. Je ne vous demande pas de partager mon avis, mais le fait est que c'est comme ça. D'ailleurs, on va regarder quand même les conséquences de cette norme. C'est cette norme qui dit, pour ne pas être embêté à cause des incertitudes de mesure, quand vous avez une spec, vous l'enlevez de part et d'autre de la spécification pour définir ce qu'on appelle la zone de conformité. Donc là, quand vous mesurez là, en effet, il y a toutes les chances que la valeur vraie soit dans la spécification. Je vous rappelle quand même que cette norme, elle repose sur l'idée que la valeur mesurée est au centre de l'incertitude. J'ai dit en introduction que ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas moi qui ai décidé que ce n'était pas le cas, c'est la réalité. L'incertitude tourne autour de la valeur vraie et pas autour de la valeur mesurée. Bon. Donc, il y a quand même des risques qu'on ne soit pas dans la spécification, on verra ça tout à l'heure. De part et d'autre de la spécification, dans l'intervalle plus ou moins incertitude de mesure, alors élargie à 95%, je ne sais pas pourquoi 95, pourquoi pas 99, pourquoi pas 80, enfin, on a décidé 95, bon d'accord, ok, non tact, mais voilà, on a une zone de doute, alors là on ne sait pas trop ce qu'il faut dire, si c'est bon ou pas bon, et du coup on est mieux de l'autre côté parce que là c'est la zone de non-conformité, on est tranquille. C'est cette norme-là qui se traduit aussi, et ce qu'on voit le plus souvent maintenant dans les documents de vérification, c'est que l'erreur mesurée, alors en valeur absolue, si elle est en plus ou moins ou pas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'elle soit dans la zone de conformité, plus la valeur absolue de U, enfin, j'aurais mis la valeur absolue sur la valeur mesurée, j'ai repompé un truc d'un document d'un fabricant de pipettes, doit être inférieur ou égal à EMT. On peut se poser aussi la question de savoir c'est quoi le EMT, enfin, d'où elle sort. Si elle sort d'une norme, il y a peu de chances qu'elle soit en adéquation avec mon vrai besoin, je viens de le dire. C'est cette norme 14253-1 qui nous amène à penser ça. Voilà, d'accord ? Donc, qui nous dit que, en fait, on doit être sûr que notre valeur mesurée est bien dans la zone de conformité. Cette norme, c'est la même chose. Ces deux équations, c'est la même chose. Il y a une autre approche. Alors, celle-là, c'est la pire. Je l'appelle la pire parce qu'elle n'a absolument aucun sens. En tout cas, comme on l'utilise, c'est la capabilité, cette fameuse capabilité. C'est ce concept qui dit que la tolérance à vérifier divisée par l'incertitude élargie doit être supérieure à un coefficient contractuel. Donc là, la question, c'est combien on prend pour coefficient. Voilà, alors, tous les gens qui font des calculs, ils prennent des trucs arbitraires et après, ils se disent « Ah, flûte, ça ne marche pas. » Oui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, évidemment. Enfin, parce que derrière ce coefficient contractuel, il n'y a rien. C'est un chiffre. Voilà. J'avais fait une conférence en 2007 au Congrès international de métrologie à Lille pour expliquer ça. Ce coefficient, il sort de nulle part, du chapeau de Bozo. On prend 3, on prend 4, on prend 8, on ne sait pas. Voilà. Parce qu'il ne repose sur rien, il repose sur du sable. Alors, à l'origine, la capabilité, elle avait du sens. Elle avait du sens que les gens qui ont inventé cette histoire de capabilité, ils ne l'ont pas mis en place, c'est les gens d'automobile dans le cadre de la maîtrise statistique des procédés, ils n'ont pas mis ce coefficient de capabilité en place pour déclarer la conformité d'une entité, donc d'un objet, à une tolérance. Ils ont défini la capabilité comme étant l'aptitude d'un processus de mesure à être capable d'observer les variabilités d'un procédé de production. Voilà. Pas d'une pièce de la production, mais de la production en général. Donc, en gros, je produis des bouchons de stylo, je les mesure. Il n'y a pas un bouchon de stylo qui a la même valeur qu'un autre parce qu'il y a des dispersions sur les valeurs vraies. Alors, il y a aussi des dispersions sur les mesures au moment où je fais les mesures des bouchons. Et la dispersion que j'observe, pour être sûr qu'elle a un sens avec la réalité, je vais m'arranger pour que l'incertitude de mesure soit la plus faible possible. C'est-à-dire qu'en gros, que mes observés soient le plus proche possible de la réalité. Donc, que mon incertitude de mesure soit petite devant la dispersion du procédé de production. Et là, ça fait sens. Parce que statistiquement, on sait dire qu'en effet, si la variance de mesure est inférieure à 10% de la variance du procédé de production, on peut négliger la mesure. Sous réserve qu'il n'y ait pas de biais. Sous réserve qu'il n'y ait pas de biais.
on peut négliger la mesure. Parce qu'on sait à quoi ça sert. Mais sortir ce concept de capacité de son monde, c'est-à-dire celui dans lequel on s'assure que la mesure n'amène pas trop de bruit devant le procédé de production, pour l'amener sur j'ai une tolérance, est-ce que ça va me permettre de déclarer la conformité à cette tolérance? C'est un non-sens absolu. Voilà. C'est une dérive. On a sorti un outil de son contexte et dans le contexte dans lequel on l'utilise, il raconte n'importe quoi. Alors ça marche, hein. Il y a des gens qui me disent bah oui, ça marche. Ah ben c'est sûr, moi je peux toujours faire des divisions et de vérifier si c'est plus grand ou plus petit que 3. Mais je n'ai rien dit sur le risque. Ce coefficient contractuel ne permet pas à lui tout seul de définir un risque. Alors, c'est pas moi qui le dis. Enfin, il ne le dit pas exactement comme ça. C'est qu'en 2012, on a eu de la chance. On a le BIPM qui s'occupe de nous et qui a édité un document, le JCGM 106. Donc, il y a des liens de téléchargement. On peut aller le regarder. Ce ne sont que des stats théoriques très compliqués qui ont été repris intégralement sous forme d'une norme ISO, JCGM 106. Et là, j'insiste, il y a deux types de normes. Enfin, il y a deux types, non. Il y a des normes. Les normes, c'est un consensus entre experts. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les experts sont d'accord pour écrire une norme qui dit ça, mais ils sont d'accord entre eux. Ça ne veut pas dire que les utilisateurs vont être contents. Mais au moins, eux, ils sont contents parce qu'ils ont écrit leur truc, ça leur permet de sortir de certaines impasses. Voilà. Donc, ils sont contents. Et il y a une enquête publique, il y a tralala, il y a des amendements, enfin, on peut faire des corrections et à un moment, elle est publiée. Voilà. Ça, c'est la confection normale d'une norme. Un groupe d'experts, une enquête, 2 enquêtes, des corrections et on publie la norme. Le JCGM 106, qui est devenu la norme ISO IEC Guide 98-4, n'a pas subi ça. C'est des experts internationaux du domaine de la métrologie qui définissent un document pour eux, d'accord, que l'ISO reprend sous forme de norme parce qu'elle lui fait confiance, elle leur fait confiance. C'est pas du tout la même élaboration. Voilà. Donc moi, j'ai confiance dans le JCGM 106. Je crois beaucoup à ce qui est écrit dans ce document. Il y a des normes dans lesquelles je ne fais pas confiance et je suis bien placé pour ne pas faire confiance, que j'en ai écrit pas mal. Donc, je suis bien placé pour savoir comment ça se passe. Cette norme, elle a donc été reprise intégralement en 2012, en anglais, puisque le JCGM 106 est en anglais, traduite par la commission de métrologie de l'AFNOR, donc X07B, à laquelle Deltamu contribue, pour sortir sous forme de norme NF, donc la traduction française de la norme ISO. Donc, même traduit, les équations mathématiques qui sont dedans, ça n'a pas changé grand-chose à la difficulté, et du coup, on a décidé, la commission, de publier un guide, un fascicule de documentation, donc le FDX 07039, qui lui permet d'expliciter le guide 98-4. Enfin, notre objectif, j'animais ce groupe en tout cas à la fin de son travail, notre objectif était de faciliter la compréhension des métrologues industriels des enjeux du guide 98-4. Et comment on a fait, pour moi, l'outil qui a permis de comprendre ce qu'était le guide 98-4 dans le FDX 07039, c'est la simulation numérique. Alors là encore, je vais vous fournir ce fichier-là cet après-midi. D'accord? Donc, on va regarder ensemble comment il fonctionne. Alors, j'ai pris l'exemple des micropipettes. J'ai essayé d'être objectif sur les valeurs que j'ai implémentées. Donc, j'ai regardé la norme. Bon, j'ai pris le point de mesure 5 microlitres. D'après la norme, les EMT, si on ne m'a pas dit de bêtises, je ne suis pas un expert des micropipettes, c'est 0,12 microlitres. Ici, alors, ce n'est pas la bonne page, pardon, c'est celle-ci. Pour l'incertitude d'étalonnage, dans le lab GTA 90, il y a un tableau qui donne les résultats d'une comparaison interlaboratoire qui a été réalisée par le LNE et qui permet, quand on l'exploite un peu, de dire, bah, en gros, à 5 microlitres, l'incertitude, c'est 0,03 microlitres. Voilà, en gros. Ça veut pas dire que c'est 0,03 pile, mais c'est à peu près ça. On fait une petite gymnastique ici. Je vous dirai vendredi ce qu'il en est. On peut ne pas faire cette gymnastique. On en parle d'ailleurs dans le FDX 07039, dans l'exemple des alésomètres, puisqu'il y a des exemples dans le FDX 07039. On explique comment on peut trouver cette loi a priori des valeurs vraies. Donc là, on va faire des hypothèses. Voilà, c'est juste pour comprendre la fonctionnalité du guide 98-4. Donc on va imaginer que la production des micropipettes, elle est conforme à peu près à la spécification, elle est centrée, donc moyenne 0, et que cette tolérance-là, donnée par la norme, correspond à 4 écarts types de la variabilité du procédé de production. Autrement dit, il y a 95% des pipettes qui sont conformes en vrai, voilà, et 5% qui sortent de la spécification. Mais on pourrait tout à fait changer ce paramètre, il est modifiable dans le fichier, donc vous pourrez le changer si vous voulez pour voir ce qui se passe. C'est quoi le risque des décisions à cause de l'incertitude de mesure? Par simulation, on va comprendre très simplement.
Ici, je simule une valeur vraie possible des pipettes, sachant les paramètres de la production. Donc, vous voyez, je fais appel à, je dis ma production est gaussienne, de moyenne B10, donc la moyenne du tableau production, et d'écart type B11, comme on a déjà fait ça hier. Donc, je simule une valeur vraie possible de l'erreur de la pipette à 5 microlitres, voilà, compte tenu de la spécification. Est-ce que cette valeur vraie possible est conforme à la spécification? Ben oui, parce que 0,015, c'est bien compris dans l'intervalle plus ou moins 0,12. D'accord? Ensuite, je simule une valeur mesurée possible de cette valeur vraie. Alors, la valeur vraie, moi, je ne la connaîtrai jamais. Mais là, en simulation, j'en ai tiré une au hasard. Et je peux très bien tirer, maintenant j'ajoute, une erreur de mesure possible autour de cette valeur vraie. Et je le redis, les erreurs de mesure tournent autour des valeurs vraies. Donc, je simule une erreur de mesure possible grâce à la fonction de loi normale inverse. Donc là, j'appelle B14 pour la moyenne de la loi de probabilité des erreurs de mesure et B15 pour l'écart type de la loi de probabilité des erreurs de mesure. Et j'obtiens donc une valeur mesurée possible de 0,019. Voilà. Donc, c'est une valeur mesurée possible pour cette valeur vraie. Il pourrait y en avoir une autre. C'est pour ça que je vais faire plein de simulations, parce que par les simulations, on va imaginer plein de configurations. Je peux tester si cette valeur mesurée, je la vois conforme ou pas. C'est une conformité apparente. Est-ce que la valeur mesurée est dans la spécification de plus ou moins 0,12? La réponse est oui. Donc, j'ai pris la bonne décision. Ici, il faut comprendre cette ligne, ça veut dire j'ai vu conforme, une pipette conforme. Donc, je ne me suis pas trompé, c'est OK. Ici, c'est encore OK, 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 OK. Et ici, vous voyez, par exemple, c'est pas OK. Et c'est ce qu'on appelle un risque fournisseur. Alors, pourquoi c'est un risque fournisseur? Parce que là, ma valeur vraie était conforme. Moins 0,08, c'est bien dans l'intervalle plus ou moins 0,12. Mais avec mon erreur de mesure, je suis sorti de l'intervalle plus ou moins 0,012, enfin 0,12, pardon, et donc j'ai vu apparemment une pipette non conforme. D'accord? Et ça s'appelle un risque fournisseur, puisque la pipette est conforme et je la vois non conforme. Le risque client, c'est quand la pipette est non conforme et que je la vois conforme. On va essayer d'en trouver un. Ici, voilà, il y a un risque client, c'est que là, ma pipette n'est pas dans l'intervalle plus ou moins 0,12 et avec mon erreur de mesure, je la vois dans l'intervalle plus ou moins 0,12, donc je la crois conforme alors qu'elle est non conforme. Donc ça, c'est le risque client. Okay, et bien, quand j'ai fait plein de simulations, je ne sais pas combien j'en ai fait, peu importe, je remonte. Il suffit ici, voilà, j'ai fait 10 000 simulations, vous pouvez tirer les tableaux jusqu'à 100 000, hein, c'est juste, je me suis arrêté là parce que j'en avais marre. Et bien, dans cette configuration-là, entre la production que je connais et l'incertitude de mesure que je connais, donc la loi qu'on appelle a priori dans le guide 98-4, on verra vendredi ou demain comment on peut aller chercher cette loi a priori de façon expérimentale. On peut faire des hypothèses dessus, mais on peut aussi aller chercher des choses de façon expérimentale. Sachant mon incertitude de mesure, alors là, le système me dit, la norme me dit que dans 95% des cas, je prends des bonnes décisions, qu'elles soient conformes ou non conformes. Je pourrais distinguer les deux, hein. Vous pourrez vous amuser à le faire avec le fichier. J'ai 1,22% de risque client, c'est-à-dire dans 1,22% des cas où j'ai déclaré conforme, les pipettes étaient non conformes. Et ici, j'ai 3,59% de risque fournisseur. Donc là, vous voyez que le risque fournisseur est bien supérieur au risque client, 3 fois supérieur pratiquement. Je vous rappelle que le risque fournisseur, c'est vous qui le payez. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, le risque fournisseur, c'est, je vous ai dit pas bon, étude d'impact, tralali, tralala, des heures, des papiers, des machins, de la qualité, des tampons, pour des pipettes qui étaient conformes. Voilà. Si maintenant j'applique le principe de l'ISO 14253-1, si j'applique ce principe-là, c'est plus la même règle qui s'impose. Alors, j'ai toujours ma valeur mesurée qui est une valeur possible. Elle est conforme ou pas conforme, ça ne change rien. Par contre, le test, donc là, j'ai toujours une valeur mesurée possible de cette valeur vraie possible, mais le test n'est plus le même. J'ai enlevé 2 fois l'incertitude type de la borne max, j'ai rajouté 2 fois l'incertitude type de la borne min pour savoir si je peux déclarer ou non la conformité de la pipette. Donc là, il se trouve qu'en faisant tout ça, je vois la pipette conforme, mais là, vous voyez, ah, elle est conforme, mais je la vois non conforme. Et puis là aussi, bilan des courses, risque fournisseur, 33%. Alors, c'est génial, la 14253-1, sauf que dans 33% des cas où on vous dit que c'est pas bon, c'est bon. Voilà, c'est quand même hallucinant. C'est même pas 33% des cas où on vous dit que c'est pas bon. C'est dans 33% des cas mesurés
où on vous dit que c'est pas bon, alors que c'est bon. Je vois pas ce qu'elle a de génial, cette norme, à part vous faire payer très cher des études d'impact quand on parle de métrologie, enfin de gestion de parc d'instruments de mesure, ou de faire beaucoup de bêtises en termes de retouches, de reprises, de arrêter la livraison à un client parce qu'on a vu un truc pas bon alors que c'était bon. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais être obligé de vous laisser. J'ai une contrainte absolue pour 12 heures. Donc demain, on fera un petit rappel comme on a fait jusqu'à maintenant de ce qu'on s'est raconté. Vous aurez eu les fichiers pour vous amuser dans la journée si vous avez le temps et si ça vous amuse évidemment. Et demain, on ira voir ce qui se passe quand on a un coefficient de capacité qui a été fixé. Donc là, du coup, dans mon fichier, je mets un coefficient de capacité contractuel. Lui, il induit une incertitude max pour la mesure de mes entités. Le malheur, c'est qu'il ne nous dit pas si c'est une erreur de type systématique ou de type aléatoire. On va considérer que la moyenne est égale à 0, mais on pourrait très bien imaginer que ce coefficient 3, il porterait sur un biais. Alors là, évidemment, ça changerait tout, mais on peut s'amuser par simulation à trouver. On regardera ce qui se passe en termes de risque. Donc, dans le cas des micropipettes, ça marchait assez bien. Donc, avec un coefficient de capacité de 3, ça ne pose pas de problème. Demain, on fera des hypothèses si c'est un peu différent. Et là, je vous expliquerai une des grandes avancées de l'ISO 98-4, à savoir l'utilisation des bandes de garde. Et donc, on aura un autre fichier. Donc, vous allez le recevoir cet après-midi. On ne l'aura pas utilisé ce matin, on l'utilisera demain pour savoir c'est quoi cette histoire des bandes de garde. Voilà. Écoutez, je vous avais prévenu en entrée de cours de masterclass qu'on avait une grosse journée aujourd'hui. La voilà maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous demain à 11 h précisément pour continuer les questions autour des décisions. Ça va nous prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, une fois qu'on a calculé nos risques, il faut qu'ils soient maintenus dans le temps. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un calcul aujourd'hui, mais demain. Parce que moi, tous les jours, je fabrique des bouchons de stylo. Donc, il faut que tous les jours, je puisse garantir que ce que j'ai raconté, c'est toujours valable. Auquel cas, et évidemment, vous voyez venir le sujet, on va parler de périodicité. On va surtout voir que ce n'est pas franchement la solution. Et on va également parler de surveillance de nos processus de mesure. Voilà. Mais écoutez, merci d'avoir participé. À demain et d'ici là, bon après-midi. Au revoir.